Bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole aux femmes qui vivent leur maternité à l'étranger. Dans cet épisode, Juliette raconte son arrivée au Japon, enceinte de son premier enfant au cours de son 4e mois de grossesse. Entre excitation et fluctuation d'humeur, elle partage comment elle a peu à peu trouvé ses repères à Tokyo dans un contexte où tout était à apprivoiser en même temps. On parle aussi de sa préparation à l'accouchement et surtout de ce que l'on prépare beaucoup moins, le postpartum et la réalité d'une césarienne. Car l'accouchement de Juliette ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle, qui était terrifiée par la césarienne, a finalement donné naissance à son fils par voie haute. Elle revient avec beaucoup de justesse sur le manque d'informations autour de la césarienne en tant qu'acte chirurgical et le suivi post-opératoire, ce qu'elle aurait aimé savoir et l'importance d'être entourée. Aujourd'hui, elle compose sa maternité et son quotidien au rythme d'aller-retour en famille entre la France et le Japon. Un témoignage précieux pour toutes celles qui vivent une grossesse à l'étranger et se préparent à accoucher à l'étranger, ou celles qui s'interrogent sur un postpartum après une césarienne. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce récit de maternité à l'étranger. Je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens, ton pays d'origine, ton âge, nous parler de ta famille, nous dire où tu habites dans Tokyo. Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 35 ans, je viens de France. J'ai un petit garçon qui a aujourd'hui 9 mois, qui s'appelle Gabin, et on vit actuellement à Shiogooka. On a vécu avant pendant 1 an dans le quartier de Dakanyama. Est-ce que tu peux nous partager pour ton petit Mamatomo portrait tes adresses préférées, tes lieux coup de cœur? En tant que Juliette enceinte, il y avait le Crave Garden Place à Dakanyama, qui est un petit café, on peut manger aussi le midi, qui fait brunch avec une super terrasse, et c'est vraiment trop bien. Quand j'étais enceinte, j'allais souvent au musée le TEP à Ebisueux, qui est le musée de la photo, qui est assez canon. Et durant ma grossesse, il y avait la piscine à Dakanyama, parce que clairement, quand on sait plus bouger, c'est quand même le meilleur endroit où aller, la piscine. Et celle de Dakanyama est spécialement illuminée, ensoleillée, parce qu'il y a une grande baie vitrée. Moi, c'était vraiment le seul endroit où je pouvais aller pour bouger. Ouais, toi, t'as beaucoup fait de piscine pendant ta grossesse. Ouais. C'est ce qui t'a gardé en mouvement. Ouais, surtout fin de grossesse. Au début, je faisais plus yoga, tout ça, et fin de grossesse, je savais plus me bouger, je dormais plus. Tu vas nous raconter ton histoire et on va comprendre que tes temps de vie au Japon sont parsemés dans l'année. Donc, tu as connu le Japon avec un tout jeune bébé, avec un nourrisson, un nouveau-né. Et là, tu retrouves le Japon avec un enfant plus grand. Est-ce que là, depuis que vous êtes rentrés, dans ce nouveau quartier, est-ce qu'il y a des nouveaux lieux que vous aimez? On a testé le ABC Alpha Beta Coffee Club, et qui est cool parce qu'il a une terrasse. Alors, il y a peut-être un espèce de mimétisme avec le Crave Garden dont on parlait avant. Et après, il y a pas mal de parcs autour de Shiogooka, dont j'ai pas les noms, mais qui sont quand même très stylés aussi. Ok, super. Et ensuite, est-ce que tu as un hack de maman expatriée? Donc ça peut être un gadget, une appli, quelque chose qui est très en lien au fait que tu vis entre ces deux pays et que tu élèves un enfant entre ces deux pays. Pour la partie plutôt Japon, il y a l'appli Mercari, enfin le site Mercari qui est genre le bon coin au Japon, mais pour moi c'est une version genre plus quoi, vraiment premium. J'ai acheté beaucoup de choses pour Gabin. Il y a à Shiogooka et pas que le magasin de vêtements pour enfants Marquise. Genre j'adore. Ils ont franchement des modèles hyper originaux, hyper colorés. C'est loin du standard des tenues pour les petits garçons où je trouve que souvent on s'ennuie. Et donc ça c'est vraiment si on aime la couleur et les motifs, c'est le top. Et plutôt pour la maman qui vit en France, enfin qui est entre la France et le Japon, j'ai découvert le site Wafeu, je sais pas comment on le prononce, pour pouvoir faire importer en fait des produits notamment alimentaires, mais pas que, du Japon vers la France. Nous, on importe surtout le lait parce que Gabin n'a jamais su s'adapter au lait français. Ouais, vous avez une vraie spécificité / difficulté avec ça. Ouais. À chaque fois que vous rentrez en France, ça a été compliqué pour le lait, donc vous vous êtes dit on arrête et on reste sur ce lait japonais et donc vous le faites importer. C'est un site internet en japonais. L'interface est en japonais, mais le Google te le traduit suffisamment bien en anglais pour que ce soit facile d'utilisation. Et dans les tarifs, t'es comment? Forcément, ton lait est beaucoup plus cher. Je pense que tu payes peut-être 2 fois le prix de ta boîte de lait. Ce qui est en fait surtout pénible, c'est les frais de douane. Voilà. Parce que ça, tu peux pas y couper. Et donc, faut commander en lot. Nous, ce qu'on a fait à chaque fois, on commandait 10, 15 boîtes. Eh ben super, merci Juliette pour ces bonnes adresses. Je t'en prie. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ce qui t'a amené ici au Japon.
La première chose, c'est pour le boulot de mon mari Sébastien. Il était un peu dans une phase où il fallait qu'il vienne développer l'activité. Et donc, il y a eu cette opportunité-là de se dire, on y va, c'est maintenant. Et aussi le fait que, on en parlera sans doute après, mais nous, on a eu du mal à avoir Gabin. On est passé par un parcours PMA. Et en fait, à un moment donné, dans ce parcours, ton couple, entre guillemets, se perd aussi. Et on avait besoin d'un nouvel objectif. Et donc, l'idée d'aller vivre au Japon faisait aussi partie du parcours, en fait. En se disant, on a toujours un peu envisagé d'aller vivre à l'étranger. Le Japon, c'est une évidence parce que c'est un pays dans lequel on est bien. Enfin, on est venu plusieurs fois visiter. Ouais. Sébastien un nombre de fois incalculable et moi 2-3 fois. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et donc voilà, on s'est dit en fait go, nouvel objectif, opportunité de boulot pour Seb, on y va. Le projet de venir vivre au Japon, tu te souviens quand ça arrive au cours de quel moment dans l'année? Ouais, donc c'était en 2024. On commence à en parler, je pense, en février-mars entre nous. Et l'annonce officielle, on a su officiellement qu'on partait, c'était en juillet parce que je me souviens que j'ai appris que j'étais enceinte un lundi et le mardi, on avait la réponse comme quoi on partait au Japon. Donc dans la même semaine, on a eu les 2 nouvelles. C'était quoi là ton état d'esprit? J'étais pas spécialement paniquée, j'étais plutôt euphorique, je pense. J'avais l'impression qu'on prenait un peu un virage, tu vois, à 180. Je pense un fond d'appréhension, mais c'est pas ça qui a pris le dessus au début. Plutôt la montagne aussi de se dire, oh waouh, ça veut dire que là, parce que du coup on était en juillet, on partait en octobre, et c'était de se dire, il faut tout organiser pour moi, mon boulot, pour l'appartement, pour tout ça, pour qu'on parte et que tout soit en ordre. Et ok, va falloir que je me renseigne à fond aussi pour moi, parce que je connais rien en fait. Comment tu prends les choses? Step by step, qu'est-ce que tu te mets dans ta tête? Comment tu t'organises? Alors c'est un peu flou tous les souvenirs de ça, mais c'est pour ça que c'est bien de s'enregistrer ou d'écrire des lettres ou de ces petits mémoires parce qu'au final on se rend compte que tant la grossesse que même l'expatriation ça passe vite. Oui. Et les souvenirs s'effacent. Donc on commence à se mettre en marche. Évidemment il y a toute la partie administrative à faire pour avoir notre carte de résidence, le visa, tout ça. Envisager comment on fait aussi pour notre appartement. On vivait à Paris. Parce qu'aussi ce qu'il faut savoir c'est que quand nous on a décidé de partir, on partait pour un temps déterminé. Oui, c'était combien de temps? 1 an. Il y a eu beaucoup de questionnements en se disant, est-ce que on se dit qu'on part et on verra? Et je pense que moi, psychologiquement, j'avais besoin de me raccrocher par contre à une deadline. Et donc qu'est-ce qu'on fait de là, notre vie à Paris qu'on met en pause en fait? Comment on gère ça? Et moi, je travaille à mon compte. Je gère aussi une société à côté. Donc, il fallait aussi prévoir l'organisation de ça. Je gère en gros un lieu de réception. On fait beaucoup de mariages. Pas que, on a aussi des séjours plus classiques, mais c'est quand même un travail qui demande d'être présente. Bien sûr. Gérer le décalage horaire, parce que c'est pas rien aussi on a 8 ou 7 heures selon les saisons de décalage horaire avec la France. Donc voilà, c'était mettre tout ça en place et puis prévenir la famille. Parce que on est très famille, je suis particulièrement très famille. Et quand j'avais commencé à annoncer la possibilité qu'on puisse partir au Japon, les réactions avaient déjà été un petit peu... ça coinçait un peu, dur. Ouais, ça fait, ça leur fait de la peine. Ouais, ça faisait de la peine. Donc là, se dire, ok, il va falloir vraiment qu'on officialise et qu'on prépare un peu tout le monde à ce départ. Sachant que j'étais enceinte et sachant que quelque part, tout le monde avait aussi attendu cette grossesse. Au début de la PMA, on avait parlé de ça à personne. Et au bout d'un moment, comme ça devient hyper lourd, on avait fini par en parler à nos familles. Et forcément, elles ont vécu la chose avec nous. Et là, vous faites le choix de leur parler de l'expatriation et de la grossesse en même temps? Vous en parlez ou pour l'instant? En fait, on en a quand même parlé assez vite dès le premier mois de grossesse parce que, encore une fois, à la fin, tout le monde a suivi notre parcours PMA. Donc, même si j'avais pas donné de date spécifique de transfert ou quoi, les gens savaient. Je sais que ma mère, par exemple, a arrêté de me poser des questions. Elle mettait aussi cette limite de c'est quelque chose qui m'appartient. Mais je savais qu'elle attendait aussi. Bien sûr. Donc, voilà. Et ma sœur, pareil. Donc on l'a annoncé et pour l'expatriation, je pense qu'on a attendu un peu. On a préparé en disant ça commence quand même vraiment à se concrétiser, c'est quasiment sûr, on va partir. Et voilà, jusqu'au jour où vraiment on a dit voilà, on a pris nos billets et on part telle date. Vos billets, vous les prenez pour partir quelle date? On est parti le 14 octobre 2024. Donc 3 mois pleins, ton premier trimestre est fait. Ah oui, à un jour près. Tu sais que tu vas arriver au Japon, tes 3 mois, ton premier trimestre est passé. Ouais. Pendant ces 3 mois, vous avez surtout préparé l'organisation de votre vie à distance sur tout ce qui concerne la partie France. Oui. Est-ce que là, dans ces 3 mois,
tu t'occupes de cette grossesse. Comment tu gères ça? Alors, j'ai commencé à en parler à mon sage-femme de l'époque, même au médecin qui nous a suivis pour la PMA, en demandant si, par hasard, on sait jamais, il connaissait du monde à Tokyo. Ce n'était pas le cas. Et au mois de septembre, en gros, Seb est venu à Tokyo pour commencer à visiter des appartements, voilà, pour anticiper un peu. Et pendant cette phase-là, moi, je suis allée chez mes parents. Et c'est un peu ma mère qui m'a mis un coup de pied aux fesses. Moi, j'étais épuisée. Mon premier trimestre, il était vraiment horrible. Je savais rien faire. Je dormais tout le temps. Et elle m'a dit, allez, il faut que tu contactes les gens parce que j'avais déjà repéré l'association Hippo Hippo. Je m'étais inscrite dans un groupe WhatsApp Les Français au Japon. Et c'est là que en septembre, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et j'ai envoyé les premiers messages voilà, sur le groupe WhatsApp en mode, j'arrive. C'est ma première grossesse, je suis enceinte de 3 mois, il va falloir que je trouve une mater, est-ce qu'il y a voilà, des gens qui peuvent partager des tips ou quoi. Et donc j'ai commencé à faire ça et je crois aussi que j'ai écrit à Hippo Hippo en parallèle pour commencer. Et en plus il s'avère qu'il y avait, ils organisent ce qu'ils appellent les cafés des parents et je crois qu'il y en avait un une semaine après notre arrivée. Donc en fait voilà, les choses ont fini par un petit peu s'installer et c'est là que du coup on a commencé nous deux à échanger nos premiers messages. J'ai eu beaucoup de réponses. Et je trouve que ça fait hyper chaud au cœur de voir la solidarité qui existe autour de la maternité, autour de la famille en général quand on est expat. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et je me souviens que du coup, on a échangé toutes les deux. Moi, je me couchais en France, toi, tu te levais au Japon. Et que on a, voilà, pour parler des maters, parler des médecins, un peu tout, comment ça se passait. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, c'est ok, je vais trouver, ça va le faire. Et j'ai eu tellement de retours, on avait beaucoup parlé que je me suis dit, il y a pas de raison. Donc, tu as ces premiers éléments de réponse. Vous prenez votre avion, vous arrivez, tu vas à ce café des parents Hippo Hippo. Donc, toi, tout de suite, tu intègres, on va dire, une vie sociale très en lien avec la famille. Donc là, tu as plusieurs personnes ressources. Et là, tu savais quand même, de ce que tu avais déjà commencé en France, tu savais qu'il fallait que tu prennes donc et contact dans une maternité et que tu inities un suivi et que tu fasses ton choix. Ça, et il fallait que je déclare la grossesse au coût de l'appartement où on allait vivre. On n'avait pas encore quand même quand on est arrivé. On avait beaucoup échangé toutes les deux et donc j'avais une vision assez claire en fait de la mater où je voulais aller, de comment ça pouvait se passer. J'avais compris que la péridurale c'était un sujet aussi au Japon et que forcément ça faisait jouer aussi sur le choix de ton établissement. Et je suis quand même entre guillemets allée challenger ça au café des parents en me disant viens prendre d'autres témoignages et donc voilà. De profiter pour parler d'un peu toutes les maters à toutes les mamans que j'ai croisées. Donc c'était hyper riche et ça m'a aussi vite obligée à revoir un petit peu ce que j'avais en tête pour cet accouchement à venir. En fait, j'avais un idéal sans en avoir un parce qu'il y a ce que tu vois même sur les réseaux, ce que tu lis quand tu n'es pas enceinte et donc entre guillemets ce n'est pas ton corps encore qui est concerné. Et donc tu lis des choses et moi j'étais en mode je voudrais vraiment faire un accouchement ultra naturel, très peu médicalisé. Et quand c'est toi qui es enceinte, tout d'un coup, moi j'ai pris un recul en me disant attends, c'est quand même pas rien ce qui va se passer et j'ai pris les choses différemment et je me suis rendu compte qu'au Japon c'était entre guillemets soit tout l'un soit tout l'autre, c'est-à-dire que tu peux pas avoir le médicalisé un petit peu, pas beaucoup. J'ai l'impression qu'en France t'avais un peu ce choix-là. Et donc je me suis dit c'est ma première grossesse. Je sais pas comment ça va se passer. Donc, allons plutôt dans un établissement, qui connaît les coutumes aussi occidentales, qui connaît nos repères, qui parle anglais, et où je sais qu'en cas de problème, ce sera pris en charge immédiatement, et voilà, pour nous deux. Donc, ton choix final s'est porté sur AI. En vrai, j'avais un peu déjà cette idée-là du fait qu'on ait échangé pour plein de raisons, le fait qu'il y ait une banque de sang à proximité. Ça a été un long sujet et en fait, déjà la barrière de la langue en réduit tes choix. Et puis oui, je me suis dit en fait, on sait jamais ce qui peut se passer parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, donc j'ai préféré sécuriser. Et est-ce que du fait que votre bébé était issu d'une PMA, est-ce que le médecin qui vous avait suivi, il t'avait sensibilisé ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, peut-être que je suis pas allée assez loin. Comme je suis partie à la fin de mon premier trimestre, j'ai peut-être pas eu assez d'échanges avec les professionnels de santé aussi pour qu'on me sensibilise là-dessus. D'accord. Parce que mon dernier rendez-vous avec mon sage-femme à l'époque, il m'a juste dit, il va falloir commencer à contacter les maters, parce qu'en France, on le fait beaucoup plus tôt qu'au Japon. Et quand tu quittes la France, t'as eu quoi? T'as eu la confirmation de ta grossesse et t'as eu une première échographie? J'ai eu ma première écho déjà. D'accord. Donc t'arrives au Japon, t'as un petit dossier médical. Ouais. Donc là, j'aimerais que tu me racontes
t'arrives pour ton premier rendez-vous à Écho Clinique, avec ton dossier, avec tes premiers examens français, tes premières données, en fait, de santé. Est-ce que tu te souviens de ce jour? Je me souviens même du coup de fil pour prendre rendez-vous en amont à la clinique. On était à l'époque dans un appart-hôtel avec Seb et on s'était isolés sur la terrasse et je lui avais dit je peux pas appeler toute seule parce que si il y a des termes médicaux que je comprends pas en anglais ou donc je lui ai dit limite fallait qu'il me tienne la main pour appeler. Donc déjà il y avait ça. Donc autant dire que le premier rendez-vous il était hors de question qu'il soit pas là. Donc on était tous les deux. Donc t'arrives, déjà tu cherches un peu le secrétariat et donc j'arrive avec mon petit dossier. Et la première chose qu'on fait, c'est m'expliquer tous les examens en amont que je devrais faire à chaque rendez-vous. Donc en fait, elle me montre tout ça en m'expliquant qu'il faudra faire ça à chaque fois. Donc avant même d'avoir pris mon dossier en main, déjà on m'explique ça. Et donc après, on me fait remplir un questionnaire ou deux long comme le bras parce que au Japon, ils adorent ça. En fait, il n'y a pas d'échange si ce n'est on me montre les examens qu'il va falloir que je fasse à chaque fois. Mais j'ai pas d'échange, on me pose pas de questions en direct. Toutes les questions, elles sont posées sur papier. Et ensuite, j'imagine qu'ils retranscrivent tout sur leur dossier, leur ordi. Parce que quand ensuite on est reçu par le médecin, lui, il a déjà toutes les infos sous les yeux. Donc, il me fait même pas retracer le comment on en est arrivé là. Il me fait reconfirmer qu'on est bien passé par une PMA. Il me fait reconfirmer la date, la due date, la date prévue d'accouchement. Et voilà. Et je crois qu'il regarde rapidement parce que j'avais emmené mes échos faits en France et je crois qu'il regarde rapidement les échos. Mais en me disant, de toute façon, moi, je vais en faire. Donc, il a procédé à la première écho. À l'époque, on savait déjà que c'était un petit garçon, mais on lui a demandé reconfirmation parce que la première fois qu'on te l'annonce, t'es un peu sous l'émotion. Donc, t'es un peu genre, est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on a bien compris? Ça y est, on avait pris le chemin, quoi. Et là, il t'annonce le planning auquel il veut te voir. Ouais. Et là, est-ce que t'as été un peu surprise ou pas? Alors, pas surprise parce que tu m'en avais déjà parlé. Je le savais déjà, donc il y avait pas d'annonce, voilà. Et en vrai, moi, ça me rassurait. Ok. De me dire que c'était tous les mois, de savoir qu'à la fin, c'était presque toutes les semaines. T'es contente, ça me rassurait par rapport à ça. Je me disais, au moins, s'il y a le moindre problème, on va pas le louper, quoi. Comment t'as passé cette grossesse? Comment ça s'est passé pour toi? Physiquement? Tout à l'heure, tu nous parlais de tes maux de dos. Mentalement? Est-ce que, Ça a été des up and down permanents, ma grossesse. Est-ce que c'est lié au fait d'être loin de la famille? Est-ce que c'est, je sais pas, les hormones aussi? Parce que mine de rien, ça nous chamboule. Je sais pas, mais ça a été que des montagnes russes. J'ai eu un premier trimestre en France. J'ai été malade, beaucoup de nausées et surtout fatiguée. Vraiment, je savais plus rien faire à part dormir. Je me réveillais pour manger et je me recouchais. Donc ça, c'est dur. Et en fait, au moment où ça allait mieux pour le deuxième trimestre, je me retrouve un peu toute seule, même si évidemment, voilà, tu commences à avoir échangé avec du monde. Faut te recréer ton quotidien, faut te recréer ta vie. On n'avait pas d'appart au début. Je me souviens que la première course au supermarché, j'en pouvais plus. J'ai passé, je pense, 1h30 dans le supermarché pour trouver les produits, comprendre comment c'était organisé. T'es là avec ton téléphone à traduire chaque emballage parce qu'évidemment, tu peux rien lire. Le temps de s'installer, il a fallu qu'on aille s'acheter des meubles, trouver où t'achètes tes meubles, comment ça marche les livraisons. Des moments hyper chouettes. Quand on s'est installé dans cet appartement à Dakanyama, on commençait à refaire notre nid à nous. Dakanyama, c'était un quartier qu'on connaissait parce qu'on l'avait un peu visité, enfin on s'était baladé quand on venait en tant que touriste. Un peu cette excitation de se dire ben dis donc, tu te rends compte quand on venait, on se disait imagine un jour on vit là, là on y était. Et des moments durs, on a eu... j'ai mes parents qui sont venus en novembre. Ça, c'était trop chouette. Ça a été un moment hyper fort de pouvoir leur montrer où est-ce qu'on vivait, pourquoi est-ce qu'on avait tant apprécié le Japon, pourquoi est-ce qu'on voulait y vivre. Mais après leur départ, ça a été hyper dur. Super dur. Ouais, hyper dur, parce que tu réalises que toute ta fin de grossesse, tu vas la faire loin d'eux. Noël, ce sera sans ta famille. Premier Noël sans ta famille. Ça a été dur aussi. Et parce que il y avait un sentiment très égoïste aussi de se dire, on part loin, donc ma grossesse, elle sera qu'à moi. Je sais pas comment dire, mais la PMA, à un moment donné, donc je te disais, on a commencé à en parler un peu à tout le monde autour de nous. Et c'est pas que t'as un sentiment que tu perds le contrôle sur ce qui se passe, pas du tout. De toute façon, t'as pas de contrôle en PMA, mais c'est plus que ton histoire. Les gens le vivent avec toi, le partagent beaucoup. Et donc à un moment donné, moi j'ai été heureuse de me dire, je recentre aussi sur moi. C'est-à-dire que ce n'est plus l'histoire de tout le monde. Égoïstement, ça redevient ma maternité à moi. Donc il y a ce côté où tu te dis, je vais être loin, donc je vais pouvoir vivre ma maternité, ma grossesse, sans avoir tous les gens qui interfèrent. Sauf qu'en fait, à un moment donné, ces gens qui auraient pu interférer, presque, tu te dis, mince, pourquoi ils sont pas là? Ouais, il me manque en fait. Il me manque. Et je donnerais tout pour que les gens interfèrent un peu. C'est ça. Moi, j'avais vraiment des moments de vide pendant ma grossesse. Encore une fois, ça doit être les hormones, mais des moments où je me sentais vidée et j'avais juste besoin que quelqu'un, un ami, Seb, ma mère, mon père m'attrape, me prenne dans ses bras et me dise,
c'est ok, tout va bien. Et donc ouais, il y a eu ces moments-là aussi qui étaient un peu durs. Il y a eu la gestion de mon travail parce que je gère ce lieu de réception avec 7 ou 8 heures de décalage, et donc entre parfois le manque d'énergie, le décalage horaire, travailler tard le soir, trouver mes petites routines du matin quand la France dormait. Ouais, il y a eu des moments un peu durs, et après il y a eu aussi des moments très chouettes où on a pu profiter. Ça a été un parcours de grossesse pas semé d'embûches, mais beaucoup de montagnes russes. Dans le calendrier, tu dis en janvier, les copains viennent nous voir. Ouais. Et tu as accouché en avril. Ouais. Est-ce que tu dirais quand même que ton dernier trimestre a été plus lumineux? Ouais, ça a fait du bien. En plus, en janvier, j'ai appris que ma mère était malade à l'hôpital. Ouais. Donc, tu vois, t'as ce moment. Mais les amis arrivent fin janvier, début février. Donc déjà, ça m'a aussi obligée de regarder le Japon d'un autre œil. Parce que du coup, tu leur montres où tu vis. Et en fait, à un moment donné, entre guillemets, j'ai été obligée de prendre du recul et me dire... Là, il faut que tu leur montres pourquoi t'as voulu venir et qu'est-ce que t'as aimé. Donc, en fait, tu t'obliges à regarder différemment, et ça m'a vraiment fait un bien fou. Moralement, comme tu dis, la nature bouge, la nature s'éveille, et donc tu regardes un peu les choses différemment. On a aussi attendu cette fin de grossesse pour commencer un peu à préparer l'arrivée de Gabin. C'est-à-dire qu'on a commencé les achats que en fin de grossesse, donc ça a fait du bien dans une projection aussi. Enfin, voilà, ça se concrétise. Donc ça a été plus chouette. J'ai trouvé aussi ma routine. Gabin était un très gros bébé, je dormais plus du tout, mais vraiment plus. Je me faisais des insomnies. Alors c'était parfait parce que du coup la France était éveillée. Donc en fait ça me permettait d'échanger la nuit avec la famille, les amis. Mais disons que j'ai trouvé cette routine d'aller à la piscine à Dakanyama. Les piscines au Japon sont peu profondes. Les bassins font que 1,50 m. Donc tu peux rester debout ou marcher. Ça me faisait vraiment du bien. Aller dans les parcs qui sont vraiment super beaux. Et donc les choses se passent mieux. On se fait un week-end avec Seb aussi. En fait, on avait fait très peu de week-ends ensemble. Donc on se fait un week-end à deux dans les montagnes vers Nagano. Et ça nous a aussi fait du bien en fait. De se dire, on retrouve un peu ce Japon qu'on a aimé, quoi. Donc là, tu nous parles de la piscine, des promenades. Donc, tu as quand même fait le choix de rester très en mouvement dans ta grossesse. Oui. Est-ce que tu t'es préparée physiquement? Enfin, est-ce que tu as suivi une préparation à l'accouchement? Alors moi, c'est pas Aiku qui m'a proposé, c'est le Ku. À l'époque, je dépendais de Shibuya Ku. Et il m'avait proposé des cours de préparation à la naissance. Sauf que c'était que en japonais. Donc, autant dire que, j'ai pas cherché à y aller. Il y avait, dans l'association Hippo Hippo, il y a une sage-femme qui propose donc des cours de préparation à l'accouchement qu'on a fait. Et sinon, les premiers trimestres, j'ai fait beaucoup de yoga prénatal à Ebisu, donc à côté de Dakanyama. Donc c'était que en japonais aussi. Mais ayant fait du yoga avant, je me suis dit, bon, allez, je devrais quand même comprendre. Donc j'ai fait ça. Par contre, c'est pas pour autant que je suis arrivée avec mon accouchement en me disant, YOLO, c'est bon, je sais quoi. Au contraire. Moi, j'ai le souvenir quand même que tu m'avais parlé d'un livre. Oui. Dans les ressources qui t'ont aidé à te préparer. Ouais. Et parce que tu m'avais envoyé un message et ça avait l'air de... Moi, je ne l'ai pas lu. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler sur les réseaux de ce livre. Ouais. Comment il s'appelle? Je me souviens même plus de son nom. C'est Lucie Gomez? Ouais, c'est la bande dessinée qu'on m'avait conseillée. C'est une BD qui est en 3 tomes. Ça aide beaucoup. En fait, ça aide à déculpabiliser. Ça t'aide à te dire je peux compter sur mon corps et je peux le laisser, voilà. Mais en même temps, du coup, je sais pas comment dire. Il y a aussi ce côté de te dire, en fait, ça ne peut que marcher. Alors c'est très bien d'arriver de toute façon à ton accouchement en te disant ça ne peut que bien se passer, mais t'oublies un peu le reste. C'est-à-dire que t'envisages pas les options annexes d'une césarienne d'urgence, voilà. Ça ne te fait focaliser que sur la naissance par voie basse, entre guillemets classique. Voilà. Ah, ok. Voilà, c'est vraiment... même s'il y a des petites apartés sur déculpabiliser si jamais césarienne il y a, si jamais, je sais pas, intervention médicale il y a, ça te fait déculpabiliser, mais ça n'empêche que c'est très axé sur une voix basse. Et toi, ça n'a pas été ton cas? Non, ça n'a pas été mon cas. Et moi, j'étais vraiment terrifiée de la césarienne. D'accord. D'ailleurs, je l'avais dit à mon médecin. Je suis terrifiée de ça. Alors, qu'est-ce qui te faisait si peur dans la césarienne? C'était une opération en étant consciente. Alors même si évidemment tu te dis que pour le bébé, c'est très bien de pas avoir une anesthésie générale, c'était la peur d'être réveillée pendant que tu sais que t'es sur la table d'opération et que on t'ouvre le bide. La douleur potentielle. La douleur potentielle pendant les incisions? Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as des copines? Est-ce que tu as des... Du coup, j'avais échangé avec une autre maman de l'association Hippo Hippo qui avait eu une César quelques mois avant.
Et donc, il m'avait beaucoup rassurée là-dessus. Personne dans ton entourage n'avait vécu le scénario que toi, tu redoutais? Non. Ok, donc non, ça non, déjà, non. c'est... Ok. Je l'ai su que des connaissances avaient eu, mais après, on me l'a pas raconté avant. Est-ce que tu avais peur des suites post-opératoires? Je les envisageais même pas. Je pense qu'il y a un truc aussi dans la préparation, la grossesse, l'accouchement, c'est qu'on nous prépare jusqu'à l'accouchement et qu'on oublie de nous dire qu'il y a un après. Ou alors, est-ce qu'on oublie de nous le dire, ou est-ce qu'en tant que femme enceinte à l'époque, à ce moment-là, on se dit ça m'intéresse pas sur le moment, j'en sais rien, mais je trouve qu'on n'est pas assez préparé à ce qui va se passer après. Toi, t'as trouvé que t'avais pas été assez sensibilisée au postpartum? Ouais. Je suis allée chercher des infos, mais en fait, typiquement, comme moi, j'excluais le fait que la césarienne puisse m'arriver. Donc, je suis pas forcément allée chercher. On en a parlé ensemble. T'as pu me raconter aussi un petit peu comment ça pouvait se passer, comment tu te sentais. Mais il y avait un peu, je pense aussi, c'est un peu aussi un état d'esprit chez moi, c'est de se dire on verra. C'est-à-dire, de toute façon, à un moment donné, je vais pas pouvoir tout maîtriser, donc on verra. Et de toute façon, je devrais me remettre de ce qui va se passer, donc je vais laisser mon corps faire et on verra bien quoi. Il y a aussi juste un autre outil que j'avais utilisé. Ma sœur m'a fait envoyer un livre de méditation, alors qui marche sur... c'est un livre accompagné de CD, donc autant te dire que j'ai dû m'acheter un baladeur MP3 sur Mercari. Je sais pas ce que je vais en faire aujourd'hui, mais ça m'a fait bien rire. Et en vrai, c'était pas mal. Ça te permettait de guider ton souffle et avoir aussi un peu des textes tu vois, pour te mettre un peu dans un état d'esprit qui apaise et tout. Spoiler, moi, vu comment mon accouchement s'est passé, j'ai pas du tout pu m'en servir, sauf vraiment au tout début. Mais ça peut être un bon moyen aussi pour certaines femmes qui sont sensibles à ça, la méditation, l'auto-hypnose, pour t'accompagner pour l'accouchement, quoi. Merci. Super ressource, on référencera tout ça bien sûr. On a beaucoup parlé du postpartum avant qu'on aborde l'accouchement. Est-ce que tu peux nous parler de la préparation? Est-ce que quand même tu avais été sensibilisée par d'autres gens, d'autres femmes, des récits de ta famille, des amis, des professionnels? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez mis en place? Ça allait être quoi votre organisation une fois que ce bébé allait arriver? On savait que, ayant tous les deux des boulots respectifs, moi j'allais pas pouvoir me remettre à travailler évidemment, mais je savais que Seb allait pas pouvoir être disponible non plus, même s'il espérait avoir un congé pat. Spoiler, il en a pas eu. On savait qu'on serait pas full dispo, donc on a mis en place, on a fait appel à une doula qui fait aussi partie de l'association Hippo Hippo, qui, on s'était mis d'accord, venait cuisiner. Je crois qu'elle venait une fois par semaine et nous faisait en fait tous les repas de la semaine à venir. Je m'étais dit oui, je vais congeler mes plats pendant la grossesse, j'ai rien fait. J'ai pas eu envie de cuisiner à ce moment-là, donc je l'ai pas fait. Donc elle venait une fois par semaine. Ça c'était vraiment très chouette. Et au-delà du fait de te dire je vais bien manger parce que les plats étaient adaptés à un postpartum, au-delà de ça, il y a aussi le relationnel, c'est-à-dire que toi, t'es dans ton chez-toi, t'as pas forcément encore eu de visite extérieure et t'as une personne qui est présente, qui est bienveillante. Elle venait un peu nous questionner sur comment on allait, chacun individuellement, pas que tous les deux en tant que couple, aussi chacun de son côté, comment émotionnellement on se sentait, comment on avait dormi. Et en fait, cette présence-là, elle est aussi très très précieuse. Moi, je sais que j'attendais ces visites parfois un peu avec impatience parce que je disais, j'ai besoin de lui raconter ça parce que je sais pas, est-ce que c'est normal que se passe ça dans mon corps? Est-ce que je ressens ça? Comment je peux le gérer aussi? On est juste parti, entre guillemets, de la prise en charge des repas et derrière, c'était bien plus que ça, en fait. Un vrai support. Ouais, un vrai support. Un vrai support, en fait, logistique. C'est ça. Mais aussi émotionnel, parce qu'elles auront beaucoup l'isolement, en fait. Ouais, c'est ça. Dans un peu la vibe aussi positive, on a des amis. Alors, ils avaient prévu de nous faire la surprise, puis en fait, quand ils ont vu que moi j'étais pas très bien au 2e trimestre, ils nous ont révélé le truc, mais on savait qu'ils arrivaient 3 semaines ou 1 mois après la naissance. Ça, c'est pas nous qui l'avons mis en place, mais c'est eux. C'est du coup de l'initiative de nos amis et ça a été aussi hyper précieux. Se dire, on a ce temps-là ensemble, mais en fait, à un moment donné, on va avoir, entre guillemets, la France qui vient à nous, nos amis qui viennent à nous, et de savoir qu'ils arrivaient, ça a été aussi un peu un espèce d'objectif et ça, c'était chouette. Moralement, ça a fait du bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous raconter la naissance de Gabin? Parce que là, on a eu plein de petites infos. Ça s'est pas passé comme ce que j'imaginais. J'ai utilisé mon baladeur que 3 minutes et après j'ai eu envie de l'envoyer valdinguer. On se dit, oulala, mais que s'est-il passé? Ma due date était prévue au
13 avril. J'ai pas du tout accouché au 13 avril. On a attendu et on a fini par déclencher mon accouchement. Donc à la fin du suivi, j'y allais peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours pour faire le monitoring, tout ça. Ils avaient une crainte parce que Gabin était très grand, mais ça, depuis le début, sur les échos, dès le début, il a été au-dessus des courbes. Enfin, vraiment, il était très très grand. J'avais un bide énorme et les médecins, plus le temps passait, plus ils étaient inquiets. Enfin, je voyais à leur tête, tout à la fin où c'était pas mon médecin qui me suivait, c'était l'équipe de l'hôpital qui a l'habitude des petits gabarits japonais et qui me regardaient, mais vraiment, je voyais leurs yeux au moment de l'écho et j'étais genre, qu'est-ce qu'il y a un problème? Et ils me disaient, ok baby, ok. J'étais, bah ouais. Le médecin m'a quand même laissé une semaine, entre guillemets, pour laisser Gabin arriver par lui-même. Ce que j'ai trouvé assez étonnant, parce que je crois qu'au Japon, on laisse pas forcément autant de temps, mais voilà, moi, il m'a laissé. Et je pense aussi que je lui ai dit que j'avais peur du déclenchement. Parce que lui m'avait expliqué que déclenchement égale, en général, césarienne à la fin. Donc j'étais terrifiée de ça. Et en fait, le 17, on est allé pour un rendez-vous et il nous a dit écoutez, là, en fait, je vous laisse pas le choix. Demain, vous venez. C'était 7 heures à la mater. Et là, pourquoi tout d'un coup ça s'emballe comme ça? Parce que ça faisait une semaine que j'avais passé la date du terme et que le bébé étant très grand, je pense qu'il avait peur des complications et pour moi et pour lui. Donc voilà. Donc le 17 au matin, nous voilà partant gaiement à la maternité, mi-excité, mi-terrifié à la fois. En fait, t'as tout planifié, c'est-à-dire que dans le sac, t'as mis tes barres protéinées, je sais rien, t'as mis des sucettes, t'as mis plein de trucs et tout. En fait, à la fin après l'accouchement, tu te rendras compte que tu n'as rien utilisé. Enfin, nous, ça a été notre cas. Et donc, tu dis, ouais, on est prêt, on a ce qu'il faut, j'ai compris. Et en même temps, intérieurement, je me liquéfiais en me disant, mais est-ce que j'en suis capable, en fait? On arrive à la mater, donc on était attendu, la mater était fermée, mais on était attendu nous par le gardien, quoi, en gros. Ça, c'est un peu lunaire. Parce que moi, j'ai vécu la même chose et t'arrives et ouais, il y a personne, en fait. C'est fermé. Et là, toi, t'es montée toute seule? Non. Donc, je suis montée avec Seb. Je crois que Seb est resté en bas faire des papiers. Et moi, je suis montée, mais il m'a rejoint juste après, en fait. D'accord. Donc, t'es installée tout de suite dans une salle de pré-travail, toi? Ouais, en fait, il y avait personne. Il y avait personne ce jour-là. Et du coup, oui, ils m'ont mis en salle de pré-travail tout de suite. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée, donc déjà, ils m'ont monitorée. Et pour provoquer l'accouchement, ils m'ont installé ce qu'on appelle un ballon. Enfin, ouais, c'est comme ça qu'ils le traduisent en anglais. Donc je pense qu'en français, c'est ça. Pour aider mon col à commencer à s'ouvrir. En fait, mon col avait déjà un peu commencé à s'ouvrir avant, mais ça n'empêche, j'avais jamais eu une seule contraction, rien du tout. Donc, il y avait quand même un mini travail, mais rien. Donc, en fait, comme mon col avait commencé à s'ouvrir, ils ont décidé de poser ce ballon. Et du coup, déjà là, moi, j'ai eu l'impression de perdre contrôle. Parce que t'es monitoré, bon, tu dois trimballer ton truc, si tu veux bouger, c'est pénible. Mais le ballon en soi, en fait, du coup, t'as une tige entre les jambes. Et en fait, je ne pouvais pas m'asseoir sur un ballon. En fait, je m'étais prévu plein d'exercices sur le ballon. Ça me faisait mal, je ne pouvais pas. Je pouvais pas m'asseoir. En fait, je pouvais être que allongée ou debout. On me met ce ballon et on me dit, bon, maintenant, en fait, faut laisser le truc faire son effet. Mais en tout cas, le protocole était, c'était le ballon d'abord, puis l'ocytocine. Donc le ballon, c'était très désagréable, mais en vrai, ça allait. C'est pas douloureux. C'est pas douloureux du tout. Puis ils font vraiment gaffe quand ils te l'installent. Enfin, ils sont très minutieux, voilà. Donc là, on attend, quoi, bêtement. Et vient le moment où ils commencent à injecter l'ocytocine. Et là, moi, j'ai hyper mal réagi, mais je crois qu'il y a peu de femmes qui réagissent très bien, mais c'est-à-dire qu'au début, les petites doses, ça allait, parce qu'en fait, ils en injectent un peu, puis au fur et à mesure, ils augmentent la quantité, et arrivé à une certaine quantité, c'est comme si, en fait, ils avaient appuyé sur le bouton on-off. C'est-à-dire que c'était en off, je ressentais rien, et tout d'un coup, il y a eu une injection, ils ont appuyé sur on, et là, moi, vraiment, je m'accrochais au lit, j'avais envie de me taper la tête contre les barreaux du lit, enfin, j'essayais malgré tout de marcher, parce qu'en fait, il y avait que debout, et je m'agrippais aux épaules de Seb. Il y avait que là où j'étais à peu près bien. Je chantais une espèce de chanson, c'était très bizarre. Enfin, en fait, il y a une espèce de chanson qui me venait sans parole, mais comme des vibrations, comme si les vibrations dans mon corps aidaient, en fait. Mais ça, c'est une préparation tu sais que c'est une méthode de préparation à l'accouchement, hein, les vocalises, parce que je crois que ça. Ouais, ça. C'est un souffle d'air, en fait, et ça fait du bien le chant prénatal, je crois que ça existe. Oui, j'ai une amie qui m'en avait parlé. Donc toi, les vibrations et tout. Elle me dit oui, moi les vibrations graves et tout. Et je pense que peut-être j'ai repris ça inconsciemment. Là, ça m'a paru très très long. J'en pouvais plus de douleur, mais je voulais attendre que mon col soit ouvert à 6. C'était mon objectif parce que
pendant les petits rendez-vous en amont, où on t'explique la péridurale, on t'explique tout ça, le médecin m'avait dit, vous avez moins de chances que la péridurale retarde le travail quand vous êtes ouverte à partir de 6 que si vous le faites avant. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, il faut que tu tiennes jusqu'à 6. Donc, à un moment donné, je dis, là, il faut la péri, j'en peux plus. On me dit, vous êtes à 5. Et je dis, ok, c'est pas grave, j'attends. J'en veux pas, j'attends, parce que vraiment, je voulais pas que ça ralentisse, je voulais pas finir en césar, j'en pouvais plus. Je crois que Seb savait plus quoi faire, mais ce moment-là, moi, est très flou dans ma tête. Arrive le moment où enfin je suis à 6 et donc là je dis je veux la péridurale. Je laisse Sébastien gérer les échanges avec le médecin parce que le médecin parlait un peu anglais mais pas non plus super bien. Donc on m'a posé la péri. J'avais Seb qui était devant moi, une infirmière quand même qui me tenait la main, qui était quand même là pour pas que je pense que Seb ait de gestes parasites si jamais, tu vois. Et le truc c'est qu'on m'a dit, il y avait ça aussi que j'ai pas raconté, c'est qu'on m'a dit si on vous pose la péridurale, on arrête les injections d'ocytocine. Donc en fait, on m'a dit, on arrête l'ocytocine, on vous met la péridurale, et soit votre travail reprend naturellement, soit le travail reprend pas naturellement, et dans ce cas-là, on vous remet dans des chambres qui sont pas les chambres de travail, mais voilà. Et donc, si on vous remet dans les chambres qui ne sont pas les chambres de travail, Sébastien ne peut pas rester avec vous, et on attendra demain matin pour voir ce qui se passe, quoi. Pour refaire une paire d'ocytocine. Ouais, voilà. Là, tu te dis, ok, bon, de toute façon, j'y suis, donc on verra. Donc ils mettent la péri, on est déjà fin d'après-midi, donc j'y suis quand même depuis le matin, fin d'après-midi, j'ai eu ces moments de douleur horribles et je suis déjà fatiguée quand même. On attend, on passe la nuit, mais mes contractions ont repris naturellement. Donc j'avais des petites contractions, mais avec la péri, ça allait. Vers 4h30, 5h, la poche des os se perce. Donc là, je sens ce liquide chaud et je faisais, je pense que c'est ça. On m'avait dit que je ne me tromperais pas, donc là, il appelle les médecins. Et du coup, poche des os percées. Donc là, il faut relancer le truc, ocytocine et tout le blabla. Parce que mes contractions étaient pas assez fortes. Si j'avais pu me mettre debout et sauter pour que Gabin sorte, je crois que je l'aurais fait parce que vraiment, je voulais pas l'ocytocine. Et pour autant, j'ai pas eu le choix. Il relance et on repart sur, malgré la péridurale, on repart sur des douleurs intenables. Mais vraiment. Je me souviens qu'il y a une infirmière qui est venue, qui me tenait la main, qui essayait de m'aider à respirer, mais j'y arrivais plus. Enfin, vraiment, je contrôlais plus rien. Et donc là, on est dans la matinée. Donc, j'étais arrivée le matin vers 7h et on était le lendemain matin. Il était déjà 8h, je pense. À un moment donné, je me rends même pas compte de ce qui se passe. Tout d'un coup, il y a 5 personnes qui débarquent dans la chambre avec des petits appareils. En fait, on n'a pas eu le temps de se rendre compte. Mes gamins faisaient un épisode de détresse. Ils sont intervenus tellement vite et aussi de façon très douce, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en courant, voilà, tout se passe très doucement. Et en fait, on arrive, ils retournent le monito pour pas qu'on voit le monito. Il y en a une qui commence à faire l'écho, l'autre qui me tient juste la main, voilà. Donc, en fait, t'as même pas le temps de te rendre compte vraiment ce qui se passe. Et ils m'ont fait me tourner pour me changer de position pour aider le cœur du bébé à repartir. Et puis, le médecin expliquait à Sébastien ce qui venait de se passer. Et voilà. Donc, premier épisode de détresse. On commence à nous dire que ça commence à être compliqué, qu'on sait pas trop si on va y arriver normalement, donc peut-être envisager une possibilité de césarienne. Sachant que moi j'ai toujours mes douleurs horribles aussi à côté, que je gère comme je peux. Donc là, la première fois que le mot césarienne est posé, c'est quoi ton mindset là ? En fait, c'est mon mindset, c'est ok, j'ai pris note. Tant qu'on n'est pas au pied du mur, en fait, rien n'est joué, tu vois. Et au fond de moi, je me dis, il est hors de question. Mais en même temps, il y a tu vois, la petite voix qui te résonne en disant, si t'as pas le choix, et puis pour ton bébé, en fait. On continue, et deuxième épisode de détresse. Donc là, ils refont une écho un peu plus longue. Et là, ils nous ont dit, bon, fais une écho plus longue, mais en fait, il se passe que votre bébé est très grand, et qu'en plus, il est pas bien dans l'axe. Les contractions n'arrivent pas à l'aider à se remettre, et lui, il lutte. Et en fait, moi, à la fin, je le sentais remonter sous mes côtes. Là, tu commences à dire, effectivement, ça commence à devenir compliqué. Et quand la deuxième fois, il nous a dit, il a parlé de la césarienne, j'ai dit à Seb, on arrête, on part en césarienne. Il dit, c'est bon, stop, on arrête le carnage pour lui, pour moi, pour tout le monde. Et du coup, ils ont commencé à discuter ensemble de la suite. L'idée là, c'était surtout que le bébé puisse récupérer. Et il nous a dit, écoutez, vu que le cœur est reparti, le médecin me dit, je suis un peu moins inquiet, il a un peu temporisé ses propos. Et il nous a dit, je vais aller commencer à préparer, voir pour le bloc opératoire. Mais en attendant, laissons-nous la possibilité que peut-être il arrive à s'engager. Donc pour moi, tout n'était pas joué. Il y a un peu un fond de moi où je me disais, on va y arriver, quoi. Et puis bon, en fait, ils sont venus, ils nous ont dit, bon, il y a une demi-heure de retard parce qu'au bloc, il y a un souci. Mais encore une fois, ils étaient pas inquiets. Donc à partir du moment où eux sont pas inquiets, tu te dis, bon, ça va. Et puis bon, en fait, vient le moment où
où ils viennent te chercher pour le bloc, et tu dis bon bah ça passera pas, ça ne passera pas, et en même temps un peu soulagement parce que je n'en pouvais plus. Enfin vraiment genre pendant tout ce que je t'ai raconté là, moi je gérais la douleur autant que je pouvais, et j'ai 2-3 infirmières qui sont venues se relayer pour m'aider à respirer et à arrêter de me taper contre les barreaux du lit quoi. Donc on part au bloc, ils m'ont refait une 2e péridurale pour la césarienne. Oui, t'as une anesthésie, oui. En fait, j'ai eu le choix sur le type d'anesthésie. D'accord. Et j'ai eu le choix. Sébastien a longuement discuté avec le médecin. Et de toute façon, à ce moment-là, j'ai dit à Seb, c'est toi qui prends les décisions. Moi, je suis plus capable de décider quoi que ce soit. D'accord. Donc, il a décidé de me refaire une autre péridurale. Ok. Voilà. Là, je me souviens, j'avais l'infirmière qui m'avait accompagnée de la chambre jusqu'au bloc opératoire qui me tenait toujours la main. Elle ne m'a pas lâchée. Et ils ont donc attendu que l'anesthésie fasse effet. Et là, moi, j'ai eu un moment de panique. J'étais épuisée. Parce qu'on était, si je dis pas de bêtises, début d'après-midi. Ça faisait plus d'une journée et demie que j'étais là. Et en fait, on me demande, on me passe un coton avec un produit en me demandant est-ce que vous sentez. Et en fait, j'étais paniquée. Je dis bah oui, je sens que c'est froid. Il me disait mais vous êtes sûr que vous sentez que c'est froid? Je dis bah oui. Oui, mais vous sentez, c'est-à-dire vous sentez quoi? J'étais genre mais en fait je sens. Puis en plus t'as encore cette barrière de langue, t'es fatiguée. Même parler en anglais à un moment donné, ça devient hyper compliqué. Et je disais à Seb, en fait, je suis fatiguée, j'y arrive plus, et j'ai la trouille. Je lui dis, je sens comme si on me mettait un gel froid, en fait, sur le ventre. Ouais, t'étais pas encore bien anesthésiée. Ouais, mais en fait, et on te dit, mais là, c'est bon, et t'es genre, mais en fait, ça fait 10 fois que tu m'as posé la question, donc je sais pas, enfin, à un moment donné, tu finis par douter de toi-même. Puis en plus, là, le médecin qui commence à me dire, va falloir qu'on y aille. J'étais genre, oui, mais vous connaissez mieux votre boulot que moi, même si moi je connais mon corps, je sais pas vous dire si je suis anesthésiée. Et donc bon, je sais plus trop comment ça s'est fini cette histoire. Peut-être qu'ils m'ont remis une grosse dose et que là ils se sont dit bon, là c'est bon. Et puis en fait ils ont commencé et spoiler, je n'ai absolument rien senti. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. En fait tu sens juste ton petit corps qui bouge, mais il y a rien. J'ai été très surprise parce qu'au moment où ils ont voulu attraper Gabin, ils m'ont demandé de pousser. Est-ce que c'est pour envoyer un signal au bébé? Est-ce que c'est parce qu'il était gros qu'ils n'arrivaient pas à l'attraper? Je n'en sais rien, parce qu'il était quand même très haut, je le sentais quand même très haut. Il attendait pas et j'ai eu un peu peur. En vrai, tu dis, attendez, vous me demandez de pousser, je suis quand même ouverte sur la table, qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'ils ont sorti le bébé, on n'a pas entendu crier. Il y a eu un petit laps de temps où on s'est regardé en mode voilà, puis tout d'un coup on a entendu le bébé pleurer. Donc là, toutes les émotions qui se sont exprimées, quoi. Ils nous ont amené Gabin. Je crois que d'abord, ils sont quand même allés vérifier que tout était OK. Ouais, ils le débarbouillent un peu. Ouais, ils l'ont débarbouillé. Ils te le mettent dans petite serviette, quoi. Et ils nous l'ont apporté, mais en fait, ils nous l'ont juste mis. Moi, ils me l'ont mis, je crois, contre la joue. Puis Seb, c'est pareil, il a juste fait une espèce de joue contre tête. Voilà. Puis tout de suite, ils l'ont emmené vérifier que tout était OK. Voilà. Et sinon, la César, je suis incapable de dire si ça a été long ou pas. Vraiment, genre, il y a une espèce de faille spatio-temporelle. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je disais à Seb, je suis désolée, mais j'ai besoin qu'on parle. Parce que j'étais incapable d'être là dans le silence ou quoi. Donc, on a beaucoup parlé. Et après... Et là, ils ont proposé à Seb de suivre le petit ou de rester avec moi. Mais ça a été un peu une question genre, est-ce que vous voulez suivre le petit ou rester avec votre femme? Mais bon, faudrait peut-être rester avec votre femme quand même. Ça a été un peu ça, quoi, Ok. Donc, il est resté avec moi le temps qu'on me recouse. Il est resté avec toi le temps que... Ouais, okay. ouais, d'accord. Ouais. Et voilà, et puis on m'a remonté en chambre, et puis il était avec moi en chambre. On a attendu qu'on nous ramène Gabin. Le temps a paru très très long, mais voilà. Donc là, est-ce que tu sais à quelle heure tu remontes en chambre? Plus du tout. Franchement, je sais plus à quelle heure. Et Seb, est-ce que lui, il t'a dit, on nous a apporté notre fils X heures après Je pense qu'il s'est passé bien 1 heure et demie, un truc comme ça. D'accord, ok. Ouais. Et alors là, raconte, quand il toque. Quand il toque et qu'il t'amène le petit dans son petit berceau sur roulette. En fait, il y a un côté genre, t'es waouh, c'est mon bébé, et un côté genre, attends, excuse-moi, c'est moi, enfin, c'est à moi. Enfin, genre, tu sais, il y a vraiment une espèce d'ambivalence des sentiments en disant, oui, parce que tu sais pourquoi t'es là, tu sais pourquoi tu viens de passer tout ce temps-là, et pourquoi t'es dans cet état-là, et t'es genre, waouh, et en même temps de se dire, oh, mais donc c'est concret, quoi. Enfin, genre, on y est. C'était hyper émouvant. Je crois que très vite, l'infirmière a montré à Seb comment changer la couche. Enfin, au début, elle a dit oui, on va changer la couche, et elle a questionné qui voulait le faire. Alors moi, autant te dire que j'étais incapable de faire. Enfin, déjà, je peux pas me lever. Toi, tu peux pas bouger, bien sûr. Donc, puis de toute façon, ça m'a fait, c'est moi. Et tu vois, de voir déjà ton mari
tout d'un coup qui prend sa place de père en quelques minutes, tu vois, ça c'était presque plus émouvant que ce moment où il arrive. Enfin, moi, de voir juste Seb interagir avec le bébé, c'était fort, quoi. Avec tout ce que vous aviez traversé, est-ce que t'as eu un peu un flashback un peu de tous ces mois, ces années d'attente? L'image, moi, qui me revient souvent quand j'ai un peu des moments comme ça où tu vois ton bébé qui grandit, ou c'est cette image-là que j'ai eue, c'est l'image du transfert de Gabin. Parce que quand on a fait ce transfert-là, il y a eu un truc, je sais pas, qui m'a fait me dire, lui, ça va marcher, tu vois. Et en fait, c'est cette image-là qui revient. On s'est battu, et en fait, ça en valait vraiment la peine, tu vois. C'est un peu ça Pour moi, la bataille, elle a été, ça a été plus la PMA que la grossesse, que quoi que ce soit, que l'accouchement, en fait, même. Enfin, parce que l'accouchement, c'est une étape inévitable. Bien sûr. Tu vois. Et la PMA, non. Et cette image, elle est hyper forte. Tu vois la petite lumière, tu vois, ils ont un cathéter et en fait, ils te posent l'embryon. Et tous les précédents, entre guillemets, le médecin avait dû un peu, genre, genre, vas-y, sortez du cathéter, enfin, faire un peu les pousser, entre guillemets. Et là, Gabin, ça a été genre, il est allé tout seul et c'était vraiment une lumière sur l'échographie, il brillait. Et je sais pas, c'est une image où moi, je me suis dit, ça va marcher. Ça va marcher, c'est un guerrier, quoi. Donc, Gabin naît, votre séjour à la maternité se passe bien? Ouais, trop bien. Enfin, trop bien. Trop bien dans le sens où le personnel est quand même très chouette. Où je pense que, du coup, étant entre la France et le Japon, et j'ai parlé avec beaucoup de mamans, je pense que je suis la seule qui a pu dire que les plateaux de la mater me manquaient. Ça se passe bien après, comme se passe une rémission après une césar ou un accouchement. Et aussi le fait que t'es dans un établissement où ton mari ne peut être là que l'après-midi. Oui, les horaires de visite sont... Oui. Ça semble très limité, quoi. L'arrivée, tu l'attends. Moi, je l'attendais avec impatience que Seb arrive. Pourtant, j'adorais ces moments où j'étais toute seule avec Gabin aussi, tu vois, un peu égoïstement. Mais j'attendais que Seb arrive. Et quand il devait partir le soir, il y a eu 2-3 soirs où je me suis un peu écroulée quand même. Ça me parle. Ouais. Dans ce séjour à la maternité, t'avais fait le choix d'être une maman allaitante? Je savais pas. D'accord. En fait, l'allaitement, pour moi, ça a toujours été un peu un point d'interrogation. Avant de tomber enceinte, avant même de commencer le parcours PMA, l'allaitement, c'était même pas une question, c'était hors de question. Enfin, vraiment. Je pense que la PMA m'a fait un peu changer ça. Parce que tu te bats et que du coup, il y a ce côté, tu te bats pour avoir un enfant. Et donc, en fait, t'as envie de la vivre, entre guillemets, à fond, cette maternité, tu vois. Et donc, de te dire, mon bébé restera, entre guillemets, mon bébé plus longtemps, puisque je vais l'allaiter, puisque j'aurai ce contact un peu différent. Et puis, parce que aussi, je savais qu'en allaitant, surtout en lui donnant le colostrum, on sait que ça a des bénéfices pour le bébé. Donc, voilà. Donc j'avais un peu remis ça en question sans être non plus persuadée parce qu'il y avait aussi une question de rapport à mon corps. Est-ce que le fait d'être au Japon, est-ce qu'aussi tu avais peur notamment d'allaiter en public? Tu vois, est-ce que de te dire je vais devoir nourrir mon enfant dans un pays où déjà les codes sociaux sont déjà différents. En fait, c'est comment? Parce que on n'en voit pas tant que ça des femmes allaitantes, mais pourtant il y en a plein. Oui. On en parlait tout à l'heure en off et on sait, mais il y a des applications qui existent. Il y a une vraie offre pour aider les familles à allaiter leurs enfants. Les nursing rooms, c'est des lieux très très communs, c'est multiple au Japon. Mais c'est fermé. C'est fermé, voilà. Tu vois, oui, c'est fermé, exactement. Voilà, oui, bien sûr. On ne laisse pas aux yeux du public. Enfin, c'est pas quelque chose que tu montres. Est-ce que ça a été un frein? Je sais pas si ça a été un frein, ça a été un sujet où je me suis dit, va falloir s'organiser quand même. Mais tout comme tu dis, si je donne le bib, il va falloir s'organiser aussi, tu vois. Donc, ça a fait partie des sujets de discussion, mais ça a pas forcément été le point bloquant. En fait, je m'étais dit, je vais essayer. Je veux essayer parce que, en fait, déjà, je suis curieuse, et puis 2, si j'y arrive et que ça marche, c'est trop chouette, et puis, sinon, non. Et c'est juste que, j'étais allée aussi à une réunion Let's-Sharing avant mon accouchement, en me disant, c'est bien aussi d'avoir le témoignage d'enfants. J'avais parlé avec Magali, que t'as déjà interviewé, sur l'allaitement. Je m'étais dit, on verra bien. Donc, quand on m'a posé la question à la mater, j'ai dit, je veux essayer. Et là, j'ai trouvé, moi, ça compliqué. C'est-à-dire que je pense que si j'avais vraiment été entêtée et voulu le faire, je pense que j'aurais un peu souffert. Parce que les équipes à la mater, elles tournent tous les jours. T'as jamais la même équipe qui s'occupe de toi de jour, de nuit. Et en fait, je passais d'une équipe qui était hyper aidante, vraiment. Et en plus, j'ai eu la chance, c'est que j'ai eu une montée de lait très rapide, sans problème et tout.
Mais j'ai eu des équipes très aidantes et d'autres où vraiment tu sentais qu'elles avaient pas envie et que limite elles te poussaient à donner le biberon. Donc en fait, j'alternais entre les deux. Et donc moi-même, ne sachant pas ce que je voulais, ça m'aidait pas spécialement à mettre les choses en place. En plus, je paniquais parce que Gabin, dès qu'il avait faim, mais hurlait très fort. Et t'es là, tu sais pas t'y prendre, tu sais pas comment le positionner, tu trouves pas le bon truc. Enfin, et donc c'est dur au début. Ouais, c'est dur. T'es fatigué et donc de pas te sentir soutenu à certains moments, d'autres moments où t'as des victoires. Et vraiment, je me souviens particulièrement d'une infirmière, d'une nurse qui m'a aidée, qui est venue 3-4 fois et genre ça a été un vrai succès. Il y a une après-midi, j'ai dit à Seb, c'est bon, c'est en route, nickel, tout va bien. Mais en fait, tu parles. Ouais, 3 heures après, t'en bats. 3 heures après, t'y arrives pas. Et en fait, même moi, j'étais pas sûre. Du coup, pendant que j'étais à la mater, j'ai envoyé des messages à la sage-femme de Hippo Hippo qui aussi gère l'association Leche League. Et qui est consultante en lactation. Qui est consultante en lactation. Et en fait, pour lui demander des conseils, qu'est-ce que je devais faire pour que ce soit plus facile. Et en parallèle, j'ai aussi écrit d'ailleurs à Magali en lui demandant comment elle avait vécu les choses au début. Parce qu'en fait, moi, n'étant même pas sûre de moi, déjà, cette espèce de... Tu passes de quelqu'un qui t'aide à quelqu'un qui te fait comprendre que c'est un peu relou ton truc, ça t'aide pas à faire un choix. Et donc, en fait, au bout de 3-4 jours, j'ai dit à Seb, j'y arrive pas, en fait. Et c'est Seb qui m'a un peu poussé à dire, arrête, on donnera le biberon. Et je crois que Seb était aussi très content de participer à ça, finalement, parce que, ça lui permettait de s'impliquer aussi en nourrissant le bébé. Et le jour où j'ai dit à la nurse qui était là, non, en fait, j'arrête d'allaiter, alors là, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, vous pouvez pas faire ça, machin. Mère la morale, quoi. Ouais, voilà, elle était genre, oh là là, et j'ai déjà eu du mal à prendre ma décision, j'avais limite les larmes aux yeux en lui disant ça, enfin, en fait, non, stop, j'ai pas besoin, quoi. Donc, du coup, j'ai fait un espèce d'entre-deux en disant, je vais tirer mon lait dans ce cas-là, machin. On va passer sur un allaitement mixte. Voilà. Donc, en fait, je suis passée sur un allaitement mixte jusqu'au 1er mois de Gabin. Enfin, à la fin du 1er mois. Voilà. Mais ça a été une décision dure à prendre et j'ai trouvé que l'accompagnement était un peu... En fait, ça dépendait sur qui tu tombais, quoi. Ouais. Et la barrière de la langue n'arrange rien. Non. Parce que parler de ses émotions, de ses ressentis... Alors là, c'est en dehors du fait d'allaiter, mais il y a eu un soir où Seb est parti, Gabin pleurait beaucoup. Moi, j'avais beaucoup de douleurs dans le bas-ventre et tout, c'était hyper dur. Enfin, je vais être peut-être un peu crue, mais on n'en parle pas beaucoup, mais aller aux toilettes après, tu vois, genre t'as plus de sensation, tu sais plus quand t'as envie de faire pipi ou pas. Enfin, moi, j'avais plus du tout de sensation. D'accord, et en fait, du coup, j'avais plus de sensation, mais tout d'un coup, j'étais prise de douleurs énormes. Et le temps de comprendre d'où ça venait, en fait, que c'était parce qu'il fallait que j'aille faire pipi ou quoi, ça me faisait un mal de chien. Et donc j'avais mal, j'avais le petit qui pleurait, Seb était parti. Et il y a un soir où je me suis effondrée. Et pour le coup, j'ai eu une nurse, mais elle m'a, entre guillemets, sauvé ma soirée, ce séjour à l'hôpital. Elle m'a dit, OK, on met tout en pause. Elle a appelé ses collègues, elle a dit, vous prenez le petit à la nurserie. Elle m'a emmenée aux toilettes. J'étais hyper douloureuse. Enfin, vraiment, elle m'a aidée. Elle était vraiment top. Et elle m'a ramenée en chambre. Elle m'a allongée. Et elle m'a dit, OK. Donc là, je vous allonge. Donc elle m'a calée avec des coussins. C'était encore au moment où j'essayais un peu d'allaiter ou quoi. Et elle m'a dit, je vais vous ramener votre fils. Elle m'a calée dans le lit avec Gabin, chose que normalement ils font pas trop. Et ça a été genre un moment de joie, de bonheur. Enfin, j'étais très fébrile et en même temps très heureuse. J'ai pu avoir Gabin en m'endormant. Et c'est vraiment là, oui, même s'il y a une barrière de langue, les émotions, elles sont quand même passées. Et j'ai quand même quelqu'un qui m'a relevée, quoi. Enfin, ce soir-là, c'était dur, quoi. Je pense que quand on est vraiment au fond du seau, elles sont là, quoi. En fait, c'est quand même leur job et il y a quand même une douceur, je veux dire. Une vraie humanité. Ouais, il y a une vraie humanité. Et puis, il y a aussi qu'on est, dans les hôpitaux au Japon, enfin, en tout cas, dans les maters, il y a quand même du staff. Elles sont, j'imagine qu'elles sont débordées, qu'elles ont beaucoup de boulot, mais je veux dire, il y a le staff en conséquence du nombre de patientes qui... Et elles ne te donnent jamais l'impression d'être débordée et que tu déranges. Non, elles répondent présentes. Moi, je me souviens qu'elles déboulaient très vite les 3 premiers jours, parce que je pense qu'elles savent aussi, tu vois. Après, je savais qu'elles laissaient parfois passer beaucoup de temps, mais en fait, c'est ça, tu leur en veux pas. Tu dis, oui, elles savent que moi, c'est OK, que je vais bien, que maintenant, voilà, elles attendent un peu le moment où... Et peut-être finalement, elles nous préparent au retour à la maison. Peut-être. Parce qu'au bout de 5 jours, enfin, en paroi basse ou 8 jours césarienne, on est censé rentrer chez nous. Donc, il y a un moment, elles se disent, il y a un moment où il y aura plus de bip, en fait. Quand elles vont appeler... elles seront toutes seules. Elles seront toutes seules. Sur la partie... toi, tu nous parles là je savais pas ça du tout, on n'avait jamais parlé jusqu'à maintenant, tu vois, de cette difficulté que tu as eu à retrouver des sensations sur tous tes besoins primaires d'aller aux toilettes. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais effrayée de la césarienne, effrayée de cette incision, de la douleur sur l'incision. Oui. Aussi un peu sur le post-op, mais moins. Comment t'as pris soin de ta cicatrice, tu vois, pour quelqu'un qui était effrayé de ça,
Grosse question. Ça te dérange qu'on en parle? Ah non, pas du tout, ça me dérange pas du tout. Mais ça a été un sujet, c'est que au début, je voulais pas la voir, cette cicatrice. Je crois que je l'ai pas regardée avant 3-4 semaines presque. Ouais. Moi, je me souviens de la première douche à la mater, où elles m'ont dit, vous pouvez aller vous doucher, et j'ai dit rien en disant, j'y vais toute seule. Elle m'a dit, bah oui, pourquoi? Enfin, c'est genre, pourquoi? Je dis, mais je veux pas voir ma cicatrice, en fait. Et elle m'a dit, mais vous savez, vous avez un gros truc, enfin, on m'a fait comprendre que j'avais quand même un gros pansement dessus et que je pouvais pas la voir, mais au début, je voulais pas aller me doucher toute seule de peur de voir ma cicatrice, parce qu'en plus, au Japon, beaucoup, ils ont des miroirs dans leur petite douche, dans leur salle de bain. Donc, à la mater, j'évitais le miroir, même si je savais que j'avais un pansement dessus. Et à la maison, je l'ai pas regardé avant au moins un bon mois. C'est Seb qui l'a regardé quand même pour être sûr que tout était ok, parce qu'on voulait quand même s'assurer que... Il arrêtait pas de me dire, mais non, mais c'est propre, t'inquiète pas, tu peux regarder. J'étais genre, mais il y a la violence, en fait. Enfin, en fait, quelque part, ça raconte aussi une violence, cette cicatrice. C'est de te dire, ouais, on m'a ouverte, quoi. J'ai fini, je me souviens un jour, tu sais, par la regarder. Tu sais, comme si, tu sais, tu plisses les yeux. Genre, ça sert à rien, mais tu regardes en plissant les yeux, en te disant, ce sera moins dur. Et ouais, te dire, waouh, c'est grand quand même. Enfin, c'est grand. Ouais, c'est grand et bah du coup évidemment elle va rester là et alors quelque part tu te dis ouais mais en même temps c'est mon histoire, c'est l'histoire de Gabin et elle reste là, c'est un tatouage que t'as pas choisi d'avoir finalement, mais ouais j'ai mis du temps à l'accepter cette cicatrice et du coup j'ai mis de la crème pendant très longtemps. Alors faut savoir qu'à la mater ils m'ont rien conseillé, c'est-à-dire que si j'avais pas posé de questions il y avait rien à mettre. Mais de la même manière qu'on ne te parle ni de rééducation du périnée, oui c'est vrai, ni de contraception dans ton rendez-vous de sortie et ton rendez-vous postpartum non plus, on ne te parle de rien. Non, on te parle de rien. C'est vrai qu'on te parle pas du tout de la rééducation. Un grand merci Juliette pour tout ce partage, pour ce partage immersif sur cet accouchement et ce séjour à la maternité. Tu le sais, dans le podcast, on fait toujours un petit focus sur la parentalité à l'étranger. J'aime bien demander à mes invités la pratique ou la tradition locale qu'elles aiment, qu'elles ont soit déjà célébrée, soit qu'elles souhaiteraient célébrer avec leur enfant. Est-ce que toi, tu as une fête, un endroit, quelque chose que tu as hâte de célébrer avec Gabin ou de lui faire découvrir au Japon? Nous, on n'a pas, du coup, célébré de fêtes spécifiques, n'étant pas japonais ni l'un ni l'autre. J'ai envie de partager ce moment, le hanami ou tout ça avec Gabin, parce que je trouve que c'est un moment fort et que c'est chouette. Il y a une chose que j'ai entendue dans le podcast, dans un de tes épisodes, et que j'ai vraiment envie de refaire, c'est la première coupe de cheveux pour faire un pinceau. Ah ouais. Ça, par contre, je connaissais pas du tout, et ça m'a vraiment donné envie de le faire. Juste célébrer l'automne aussi. Je trouve que l'automne, c'est ma saison favorite au Japon. Profiter des saisons, savourer ce temps qui passe, ça c'est très japonais quand même. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager? Il y a quand même des choses qu'on faisait déjà avant de venir vivre au Japon. Quelque chose qu'on a commencé même pendant la PMA, c'était on allait au temple acheter des omamori. Donc c'est comme des petites amulettes en fait que tu accroches à ton sac, enfin, que tu gardes avec toi. Et selon le omamori que tu achètes, voilà, qui t'offre une protection ou qui te donne de la chance dans le thème en fait choisi par rapport à la omamori que tu achètes. Là, quand mes parents sont venus à l'automne pendant ma grossesse, j'ai emmené mes parents à Kyoto, on est allé au Kiyomizu-dera et mon papa m'avait acheté un omamori autour de la grossesse et l'accouchement pour me protéger, pour que tout se passe bien. Et voilà, donc je l'ai gardé avec moi et je l'ai encore avec moi aujourd'hui. Et ça fait partie des petites choses. Il y a aussi les emma, c'est des tablettes en bois qu'on vient accrocher sur des structures autour des temples. Ça, c'était pendant la PMA. On était partis, donc on était venus pour le coup en voyage au Japon. C'était un moment où on faisait une pause dans la PMA. Voilà, on avait besoin de souffler aussi. Et on était en vadrouille, je ne sais plus où, dans les montagnes au Japon. Et on s'arrête parce qu'on voit un temple avec dans une mini grotte au bord de la route. Et donc on a mis notre tablette avec un souhait, parce que tu fais un vœu sur ces tablettes. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au moment des examens d'ailleurs. Et donc on avait fait un vœu pour que la prochaine PMA fonctionne. Elle a fonctionné. Alors est-ce que c'est la Emma qui nous a porté chance? Et je trouvais ça chouette quand on est rentré en France de me dire qu'il y avait une tablette avec notre vœu accroché quelque part dans les montagnes, dans une grotte au Japon. Et après, dans la dernière des traditions, j'aime bien, moi, quand je me balade au Japon, avoir toujours mon goshuin sur moi. Donc, c'est ce petit carnet, souvent en accordéon d'ailleurs. Quand on achète vraiment les goshuin, c'est des feuilles en accordéon. Et donc, on présente au temple, quand on va visiter des temples. Et ce sont des moines qui viennent en fait calligraphier le nom du temple, la date,
et qui appose les tampons du temple. Et donc voilà, c'est un carnet que j'ai avec moi, que j'aime bien emmener dès que je pars en vadrouille, mais même dans Tokyo d'ailleurs, un peu en souvenir de ce périple. Ouais, et je suis comme toi, en vrai, je l'oublie souvent. Enfin, surtout que depuis qu'on a Gabin, t'as tellement de choses à penser que le gauchouine, en général, il reste dans le placard et ça arrive au temple que tu fais « Ah, je l'ai pas ». En fait, il faut mettre le gauchouine dans le sac à manger. C'est ça. Super, merci. Donc là, vous êtes au Japon, vous êtes entre la France et le Japon, puisque initialement, vous étiez venu pour une période d'1 an, Gabin est né. Vous êtes rentré en France au bout de cette année, comme ce qui était convenu, donc vous êtes rentré en France en octobre. Ouais. Et pour autant, vous vous êtes organisé pour garder un pied-à-terre au Japon, avec le souhait et l'envie, voilà, de faire des allers-retours entre la France et le Japon. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ce qui est le plus challengeant pour toi en tant que maman dans cette vie entre le Japon et la France? Comment tu composes et ton quotidien et tes routines? Et comment tu organises cette vie autour de ton fils entre ces deux pays? Alors, il y a plein de sujets challengeants en vrai. On en a parlé rapidement, donc voilà, mais il y a l'alimentation. Donc Gabin n'a jamais su se faire au lait français. Maintenant qu'il a commencé la diversification, moi j'essaie de cuisiner pour lui autant que je peux, mais travaillant, je n'arrive pas toujours à suivre le rythme. Donc autant j'avais mes repères en France avec l'alimentation pour bébé, autant là, je suis arrivée, j'ai redécouvert les rayons bébé et nous trouver ces repères dans tous ces trucs d'alimentation aussi. C'est très rapide, mais c'est un petit challenge au début. Il y a trouver la meilleure solution de garde pour Gabin, parce que on travaille tous les deux, et donc il faut qu'on ait quelqu'un pour s'occuper de Gabin. Donc autant en France, on a trouvé, il est dans une MAM, ça se passe très bien, et on était trop contents d'avoir trouvé ça là en fin d'année. Il y a eu un peu un moment de crainte en se disant « Waouh, on va l'arracher à ça, on va lui trouver un autre rythme, une nouvelle personne, est-ce que ça va être OK ?» Donc on a trouvé une babysitter sur le site Carefinder qui lui parle en japonais, qui parle avec nous en anglais. Nous, on continue à parler à Gabin en français. Donc il y a aussi ce truc de te dire est-ce qu'à un moment donné, lui, comment il le vit, comment il le comprend. Parce qu'à cet âge-là, mine de rien, ça compte. Il est habitué à des sons. En fait, j'avais peur du fait qu'il soit avec une babysitter alors que en France, il a l'habitude d'être dans une MAM, donc avec 15 autres enfants. Là, il est tout seul avec la babysitter. Je me suis dit, est-ce que c'est OK pour lui? Parce qu'il adore être avec des enfants. Et en fait, elle l'emmène dans des Jidokan tous les jours, au parc, donc du monde, il en voit. Et ça se passe bien, mais t'as toujours ces appréhensions-là aussi. Il faut jongler avec, il faut trouver les bonnes personnes et les bonnes habitudes. Et après, le challenge, c'est moi d'avoir mon temps dédié pour mon travail, sachant que la France n'est réveillée que à partir du milieu d'après-midi pour nous, et mon temps dédié pour mon enfant, même si l'activité va continuer, parce que ça va être clairement la fin de journée ici, c'est le moment où je suis plus sollicitée pour la France. Mais en fait, à un moment donné, je suis obligée de poser mes limites. Est-ce qu'il y a une situation où vraiment t'es tellement heureuse ou dans la gratitude de pouvoir vivre cette maternité au Japon? À peu près tous les jours, je pense, parce que quand je suis en France, je travaille presque du lundi au dimanche, pas tout le temps, mais il y a quand même des fois où ça arrive, et là, en fait, je suis obligée d'avoir des respirations quand je suis ici, et donc ça, c'est très chouette, même par rapport à la façon dont je dédie mon temps à Gabin, je suis beaucoup plus disponible psychologiquement. Et en fait, c'est très chouette d'avoir cette maternité au Japon parce que être en ville, être à Tokyo avec un enfant, c'est, je trouve, beaucoup plus facile qu'en France au niveau des transports en commun. Tu peux aller avec une poussette sans te poser de questions parce que t'as des ascenseurs partout, t'as tous les espaces de change à disposition. Il y a beaucoup d'espaces qui sont kids-friendly. En fait, moi, je me pose même pas la question de savoir si l'espace sera kids-friendly. Et ouais, t'as tout à portée de main, le Jidokan quand il fait pas beau, pour qu'il aille jouer, les parcs sont hyper équipés pour les enfants. Merci. J'ai une autre petite question signature. Qu'as-tu appris sur toi grâce à cette maternité à l'étranger? Est-ce que ça a développé ou mis en évidence une compétence, ou est-ce qu'au contraire ça a fait naître quelque chose en toi? C'est une grosse question. Ma faculté à m'adapter, déjà la capacité à m'exprimer dans une autre langue. C'est peut-être tout bête, mais en fait, je pensais pas être capable de parler suffisamment anglais avec les personnes qui parlent anglais et développer mon japonais aussi. Et ensuite, par rapport plus à la maternité, je pense que ça m'a permis de prendre le temps de devenir la maman que je voulais être. Parce qu'on a été tout seul, parce qu'on n'a pas eu de visite de la famille après la naissance de Gabin. Et donc, en fait, j'ai pu, entre guillemets, prendre ma place toute seule, sans me laisser guider, parce que je suis beaucoup à l'écoute. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Et en tout cas, si on m'avait, je pense, donné peut-être des conseils venant de mes parents, beaux-parents, ma sœur,
peut-être que ça aurait plus influé, plus impacté. Et là, en fait, avec Seb, on est devenus les parents qu'on voulait être. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Ça a consolidé ça, même ça a consolidé notre couple et ensuite la famille qu'on est. Et la dernière, quel conseil ou message ferais-tu passer à des futurs parents expatriés? Quel est le message, le conseil que tu aurais aimé avoir ou au contraire qu'on t'a donné qui était top? Ouais, qui a tellement été un game changer en fait. Je pense que c'est hyper important, d'ailleurs que tu sois à l'étranger ou pas, mais de préparer ton postpartum et d'accepter toutes les éventualités. Accepter que ça fait partie du jeu et préparer ton retour à la maison. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. C'est ma mère qui m'a un peu poussée à aller voir pour que la personne vienne nous faire les repas. Et en fait, je pense que ça a été une des meilleures choses parce que vraiment, ça nous a aidé à prendre le temps dont on avait besoin pour nous, pour Gabin et à commencer cette vie de parent peut-être un peu plus sereinement. Super. Un grand merci Juliette pour toutes ces confidences. Merci à toi Julie. Et plein de belles choses pour votre famille entre la France et le Japon. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère. S'il vous a plu ou inspiré, vous pouvez le partager, laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Vous pouvez retrouver les ressources et les coulisses du podcast sur Instagram, @nouvellemère.lepodcast. Les bonnes adresses partagées par mon invité sont disponibles sur la Google Maps, dont le lien est dans la description de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage de maternité à l'étranger.